Éric Gauthier, vous connaissez déjà par cœur, j'espère, puisqu'il a déjà fait une masterclass, donc il m'a promis qu'il serait moins bavard aujourd'hui pour laisser ses petits camarades et petites camarades me parler, mais enfin, que surtout, Éric Gauthier ne s'empêche pas non plus de commenter ce que nous allons dire. Je ne vais pas détailler sa filmographie parce que sinon on en a pour toute la rencontre là, à commenter sa filmo. Et juste à côté de moi, Céline Gozon. Vous venez de voir nos travail sur l'image, donc remarquable, dans Tirer la langue, mademoiselle. Céline qui a notamment travaillé avec une génération de réalisateurs que, enfin, moi je connais bien, je connaissais avant qu'ils soient réalisateurs, parce que moi j'écris dans Positif, et puis parmi les revues importantes qui sont nées depuis cette période ancienne où j'ai commencé à écrire, il y a eu la lettre du cinéma, avec notamment à la lettre comme critique de cinéma Axel Repère et Louis Bozon, frère de Céline, qui sont passés à la réalisation. Et puis, Céline a travaillé aussi avec d'autres cinéastes, notamment Jean-Paul Sidérac, Valérie Donzelli, Yves Caumont et j'en passe. Et donc est en train de travailler là sur l'étalonnage, la post-production du premier film de Stéphane Battu qui s'appelle La nuit je mens, c'est ça? Voilà. Et donc j'ai fait le tour, oui, j'ai présenté tout le monde. Ce que je comptais faire, en fait, parce qu'on a un petit peu commencé avec Julien, c'est déjà que chacun à votre tour, on va faire un tour de table pour commencer. Vous disiez, j'aimerais bien que vous répondiez à la question, qu'est-ce qui vous a fait devenir, choisir ce métier d'être directeur de la photographie? Quelles sont les impulsions, quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez choisi ce métier-là plutôt qu'un autre? Alors, on va commencer par la plus près de moi. Céline Gozon. Moi, j'ai une passion pour la photographie, à la base noir et blanc. Donc, quand j'ai eu 12 ans, je suis allée dans un club photo, j'habitais à Lyon, à la condition des soins, une association locale de photographie. Et je faisais du tirage noir et blanc toute la journée. Voilà. Et j'ai décidé de devenir tireuse, en fait, donc de faire du tirage sur papier noir et blanc ou couleur. Bon, c'est compliqué, on ne va pas parler de tout ça. Et en fait, il n'y avait pas de préparation, enfin, il n'y avait pas d'école post-bac pour ça. Et j'avais très envie de fuir la maison parentale. Donc du coup, je me suis renseignée, je suis tombée sur une école à Nantes qui s'appelle Guisto, c'est une prépa cinéma en fait, où j'ai eu le plaisir et la joie de rencontrer Claire, qui est restée depuis une grande amie. Et là, on a commencé à faire des films ensemble, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le noir, 8 heures par jour, toute seule, voilà. Et c'est vraiment par le groupe que je suis venue au cinéma. Après, sans parler de la cinéphilie, mon père est un grand cinéphile, j'ai vu énormément de films adolescentes, etc. Mais disons que c'était pas le mouvement. Ouais, c'est en faisant, en fait, que vous êtes devenue... Exactement, et en vivant une joie d'équipe, de chercher des choses ensemble, parce que le tireur, il cherche avec le photographe, mais il y a deux personnes, il n'y en a pas 10. Quoi. Alors, Éric Gauthier, même si tu en as déjà parlé à ta masterclass, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assisté, donc si tu pouvais résumer. Oui, en résumé, moi je viens d'un monde qui n'a... J'ai promis à Éric qu'on allait se tutoyer, parce que sinon c'est trop difficile on se connaît depuis longtemps. qu'on fasse semblant de se vous voyer. Voilà. Donc moi je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit artistique. J'ai commencé en faisant de la musique, en fait c'est par la musique que je suis arrivé au cinéma. Oui, et c'est par la musique que je suis arrivé au cinéma. En gros, j'ai fait beaucoup de jazz, donc très jeune, adolescent, et disons que là, je cherchais la sonorité, des harmonies, l'accord et l'improvisation avec les autres. Mais ça ne me suffisait pas, j'étais trop curieux aussi d'images, et je commençais à m'intéresser à la photo.
j'ai commencé à me rendre compte aussi qu'il y avait du vrai cinéma très important grâce à des profs de français. C'est là où j'ai vu, au moment de sa sortie, par exemple, Au-dessus de la nuit de coucou, de Miloš Forman, ou L'énigme de Kaspar Hauser de Werner Herzog. Et donc voilà, et je me suis dit qu'en fait, dans le cinéma, il y avait de la musique aussi, plus l'architecture, plus la psychologie, plus la littérature, plus la peinture, etc. Ça englobait le tout en fait. Donc c'est plus un parcours, une idée d'autodidacte au départ et d'aller à la découverte. Et en fait, je crois que l'amour vraiment du cinéma, je l'ai eu pendant l'école de cinéma, parce que j'ai réussi une école de cinéma par miracle, une grande école de cinéma à Paris. Louis Lumière. Louis Lumière. Et c'est là que j'ai eu vraiment la révélation. Mais est-ce que, juste pour terminer avec ça, est-ce que le fait d'avoir commencé dans la musique, est-ce que tu en gardes quelque chose dans ton activité du directeur de la photo? Oui, parce que je pense que le cinéma et la musique, c'est les deux seuls arts qui sont très proches. Je pense que le cinéma n'a rien à voir avec la peinture, ni la photo. En fait, c'est que des questions de rythme. Et on impose une durée, c'est donc le rythme du montage, ou le rythme d'un tempo de musique. Et en fonction de ça, on travaille différemment, on façonne différemment les choses. Et puis le jazz, parce que c'est l'écoute de l'autre, et donc c'est ce qui se passe sur un plateau, c'est qu'on travaille en équipe, et tout ce qui peut nous nourrir nous sert, et tout ce qu'on fait peut nourrir les autres aussi. Voilà. Claire Maton, donc quelle a été l'impulsion du départ pour le choix? Alors moi j'ai été étudiante à Dijon, j'ai grandi à Dijon. Étudiante en quoi? Quand je disais étudiante, jeune, collège, lycée, ouais. Voilà, j'ai grandi à Dijon et dans ces années où on se demande un peu ce qu'on va faire, je pense qu'il y a un mélange j'avais très envie de faire des études dans lesquelles il y aurait toutes les matières. Je découvrais qu'il fallait choisir, j'avais à la fois envie de faire du sport, j'avais envie de faire de la philosophie, j'avais envie de faire des sciences, j'avais envie de faire des lettres, j'avais envie de faire, alors qu'en fait il faut un moment se mettre à choisir. J'avais envie d'un métier pluridisciplinaire. Et assez tardivement, parce que faisant beaucoup d'activités, mais en tout cas, je pense que je découvre des films à Dijon, à Eldorado, je découvre des vieux films, et je découvre que derrière ces films, il y a un lien à la mise en scène au cinéma, et que ce lien, il se fait avec l'image et avec le montage, voilà, très fort, et qu'il y a ces métiers-là qui existent. Je pense que la rencontre entre la possibilité de continuer à faire un métier riche et pluridisciplinaire, et puis ces métiers-là du cinéma que je découvre un peu, et je rentre donc à Nantes, comme Céline, juste après le bac, pour en tout cas se demander quel type de métier dans le cinéma, et puis effectivement continuer à faire des études très larges qui permettent de continuer à explorer de nombreux domaines. Et en tout cas à Nantes, je découvre que le montage est solitaire et enfermé et me ressemble peu. Et voilà, et je découvre la richesse du travail, ce qui me semble être le travail de l'image. Et puis comme Eric, donc après je suis rentré à Louis Lumière également, école de cinéma à Paris, et qui a parachevé mon désir, mon envie de travailler, faire de l'image. Merci beaucoup. Alors Marie Spencer. J'avais mon grand-père maternel qui avait fondé un magazine de théâtre d'abord et puis de cinéma. Il passait 3-4 mois par an à Hollywood. Il nous racontait toutes ces histoires avec les stars là-bas. Ça m'attirait, mais ça me paraissait tellement loin que ça m'a... C'était quoi ce magazine? Ciné Revue. Ah, votre grand-père a fondé Ciné Revue. Joe Van Cotton. Bah oui, tout à fait. Je me souviens de sa signature. Ouais. Par initial, c'était les initiales. Oui, exactement. Donc voilà, ça me faisait rêver. Moi j'étais très jeune, il était très éloigné de mon âge, donc j'ai pas pu l'accompagner à Cannes, tout ça, il y allait chaque année. Donc j'en ai rêvé, mais vraiment très loin. J'ai fait de la photo au lycée, au collège, et puis un ami de mes voisins faisait l'INSAS en son, et il avait vraiment envie que tout le monde fasse comme lui, il voulait que tout le monde fasse du cinéma. Et donc il m'a emmené en terminale faire des courts-métrages comme Electro à l'INSAS, et j'ai dû en faire une vingtaine sur l'année. Sans être inscrit à l'école, donc. Non, j'étais en terminale, donc oui, je faisais le lycée et les courts-métrages, et je me suis dit, c'est bon, j'adore ça, toute cette équipe, ce monde de l'image. Donc vous aussi, vous êtes arrivé à ce métier par le métier d'électricien. Oui, enfin électro, j'ai tout fait, électro, régie, j'ai tout fait sur les courts-métrages. Et tout de suite, c'est l'image qui vous a... Oui, par la photo, oui.
Antoine Marteau. Alors moi, c'est un peu un mélange de choses en fait. Moi j'aime bien les histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires, d'une part, et puis d'autre part, je bricolais beaucoup de photos, je découvrais les premières caméras vidéo, je faisais pas mal de bricolage comme ça. Vous faisiez des films pour vous, des films Exactement, oui, tout à fait, des petits bricoles, des bêtises, on va dire, avec des copains et tout. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait des métiers, réellement, parce que c'était un peu du bricolage, et on se disait, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et c'est vrai que c'était une passion à la fois, je crois que, comme disait Claire, il y a un mélange. Je trouve que j'adore vraiment, c'est, comment dire, de revenir de la technique, de l'image, la narration des histoires, l'émotion, on touche à vraiment quelque chose de très particulier, je trouve. Et c'est ce qui m'a électrisé à un moment donné. C'est de dire, tiens, mais ça, il y a un tour de magie quelque part. Et votre formation alors ma formation, moi j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle 3IS, et après je suis parti, j'ai fait mon service militaire dans la marine, j'étais dans le service audiovisuel, donc ça m'a permis aussi de faire des images, d'un seul coup d'être jeté en disant, bah, faut nous ramener des images. Oui, il y a beaucoup d'opérateurs et de cinéastes qui ont commencé le cinéma aux armées. Oui, tout à fait, c'était encore à l'époque où il y avait le service militaire. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et après, j'ai pas beaucoup été assistant. J'ai, pareil, continué en naviguant dans des petits courts-métrages, des clips. Donc, moi, ma carrière, elle a commencé avec des clips de rap, notamment, à un moment donné. Donc voilà, c'est un parcours. On se fraye un chemin comme ça, et puis de fil en aiguille, on rencontre des gens. Et voilà. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a un qui a fait beaucoup de films comme assistant opérateur, beaucoup de longs métrages, avant de devenir peut-être cadreur puis chef opérateur? Vous, Marie? Oui, j'en ai fait une bonne dizaine. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut apprendre dans ce métier en étant assistant Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai été très vite première assistante, c'est-à-dire faire le point sur les films. J'ai commencé avec le film de Mathieu Kassovitz, Métis, puis j'ai fait Métis, La haine, Assassin, et d'autres films. Et Mathieu Kassovitz, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment le point, il faisait des longs plans séquences et il travaillait le point. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la durée du long métrage, qui était mon 2 mois de tournage, où c'est assez éprouvant. J'ai appris, je trouve, une psychologie de tournage, de voir comment ça se passe entre l'opérateur, le réalisateur, les comédiens. Et en tant que première assistante opératrice, on est vraiment à l'avant, on a le regard du comédien qui nous regarde, donc c'était une place que j'adorais. J'avais l'impression d'être la première spectatrice avec le cadreur, et ça m'a apporté plein de choses. J'ai adoré faire ça. Et ensuite, est-ce que les uns les autres, vous avez commencé à faire du cadre sans faire la lumière? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé comme cadreurs? Est-ce que ça c'était quelque chose qui était relativement dissocié dans les anciennes générations, on peut dire, mais qui, aujourd'hui, la plupart des directeurs de la photo, en tout cas en France, font aussi le cadre. Pas tous, mais la plupart. Il n'y en a aucun qui a été cadreur sans être chef-op? Non. C'est les nouvelles générations. C'est la génération d'Éric qui a commencé à... Voilà, Eric, peut-être vous pouvez nous dire, nous faire cette distinction finalement entre ces deux métiers qui étaient avant presque toujours séparés sur les génériques, qu'ils sont encore dans certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, et qu'ils ne sont plus en France. Comment opérer cette distinction puis cette fusion en fait? En fait, à l'origine, les opérateurs faisaient la lumière et la caméra aussi, les opérateurs lumière, au tout début. Et en fait, quand on est passé au cinéma sonore, les caméras faisant du bruit, il a fallu les isoler dans des gros caissons très lourds. Et c'est là où il a fallu commencer à dissocier le travail de cadence, parce que physiquement c'était très lourd, plus l'apparition des premières pellicules couleurs qui étaient très peu sensibles, donc il fallait énormément éclairer. Donc c'est là où les deux métiers se sont séparés, où il y a eu l'opérateur à la caméra et le chef opérateur qui faisait la lumière. Mais avec la nouvelle vague, et puis le néo-réalisme, enfin, voilà, un cinéma plus moderne, l'après-guerre, on est revenu au chef opérateur qui cadre aussi en même temps. Et puis donc le cinéma, logiquement, le cinéma américain des années 70, mais même toujours aujourd'hui, la plupart des grands opérateurs américains, ils cadrent eux-mêmes, Bob Richardson,
Robert Elswit. Mais par contre, oui, Broderick ou Saint-Lucas aux États-Unis, ils sont obligés d'avoir un cadreur, ça fait travailler des gens, mais qui restent au camion, peu importe, ils sont payés. Il faut leur heure. Mais sinon, non, je pense que à partir des années 60, on est revenu, et tous les Bruno Nuiten, tous les grands opérateurs français cadraient aussi. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression que ce sont deux activités différentes qui sont évidemment en lien total, mais quand même qui sont deux parties différentes de votre métier, les uns et les autres? Céline? Disons que le cadre a quelque chose de très physique. Enfin, on a vraiment l'impression d'être un peu au cœur des choses, alors que moi j'ai fait juste un téléfilm où je faisais la lumière et pas le cadre. Et ça m'a mis très à distance. Alors c'est pas un jugement, c'est ni négatif ni positif, mais on n'est pas dans le film. Enfin, tout d'un coup, ça éloigne même de la mise en scène, en fait. Donc c'est vrai que séparer les deux paraît un peu étrange. Ben, on dit souvent que le cadre, c'est l'un des postes les plus proches de la mise en scène sur un tournage. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? Par exemple, au moment de la préparation d'un film, quand on fait ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec Julien, qu'on prépare le découpage. Alors évidemment, ça a à voir aussi avec la lumière, mais c'est beaucoup le cadre, les plans, les mouvements de caméra, etc. Non, En tous les cas, pour moi, c'est absolument impossible de séparer la lumière et le cadre. C'est-à-dire que je fais le cadre en fonction de la lumière, je fais la lumière en fonction du cadre. Maintenant, il n'y en a pas un qui vient avant? Non, d'accord. Impossible. Pour moi, c'est absolument impossible. Après, il y a des histoires de rythme. C'est-à-dire que tu fais le découpage, on se dit, par exemple, là, ça va être des plans à l'épaule, on va te rapprocher, on va suivre quelqu'un, on va être plus loin, etc. Mais c'est, comment dire, c'est une façon de se positionner dans l'espace. Mais l'image en elle-même, pour moi, c'est un réflexe de faire les deux en même temps. Et je suis absolument incapable de séparer les deux. Et en effet, avec un réalisateur, on peut plus parler du cadre, parce qu'objectivement, il y a un retour vidéo, on voit un cadrage. Donc on voit l'image qui va être filmée avec sa perspective, sa profondeur de champ. Par contre, la lumière, c'est absolument impossible d'en parler. Parce qu'on va parler de contraste, de l'image plus froide, plus chaude, et en fait, ça ne veut rien dire. Donc là, il faut absolument un rapport de confiance avec le réalisateur. Comment est-ce que, justement, une fois ce rapport de confiance a priori établi, comment est-ce que vous travaillez la conception de la lumière d'un film, par exemple? C'est un ensemble de choses. Moi, j'aime bien demander au réalisateur quel est le sentiment qu'il a envie qu'il se dégage de chaque scène. Et je me dis que, et au cadre et à la lumière, quand on tournera, si jamais, pour une raison ou une autre, je n'ai pas ce sentiment, je l'en ferai part. Et que moi, je chercherai à la lumière que ça se rapproche de ces adjectifs qu'il m'aura donnés pour chaque séquence. Antoine? Oui, alors moi c'est vrai que j'aime bien me laisser immerger par l'histoire, c'est-à-dire pas forcément discuter trop finalement du réalisateur. Il y a des fois des petites phrases guides, mais j'aime bien plonger. J'écoute régulièrement de la musique, d'ailleurs comment on parle de musique, mais j'écoute régulièrement de la musique qui me porte à la lecture. Et après c'est vrai que l'approche, c'est essayer de trouver une grammaire et de définir un peu les personnages, le parcours des personnages, et qui raccroche. Pour moi, mon niveau, c'est assez important, je trouve, enfin, moi je le vis comme ça, d'essayer de trouver le parcours des personnages, et ça guide, de mon point de vue, la façon dont on va approcher, la façon de filmer, les caméras à l'épaule ou pas, la couleur de l'image, l'intensité de l'image. Donc c'est deux parcours comme ça qui permettent, dans une première phase, de s'immerger, et après de décortiquer, et de trouver une grammaire visuelle qui va se raccrocher à l'histoire. Alors c'est intéressant parce que j'ai interviewé beaucoup de chefs opérateurs et il y en a, enfin, la plupart de ceux que j'interroge sur la notion de lumière, comme disait Vittorio Storaro, l'un des plus grands chefs opérateurs, il disait que mon métier c'est d'écrire avec la lumière, mais souvent, le mot que je retrouvais le plus commun à tous ces entretiens, c'était « nous sommes des interprètes ». Nous sommes des interprètes de ce qu'a rêvé, ou de ce que veut, ou de ce que parfois ne peut pas bien exprimer par la parole le réalisateur, mais vous avez parlé de traduction, alors que pour le cadre, il y a un côté plus direct
dans la composition de l'image. En revanche, voilà, il y a cette idée de traduire quelque chose qui est de l'ordre du difficilement dissible de la volonté du metteur en scène. Je voudrais juste dire une chose par rapport au cadrage, c'est que pour moi, c'est pas du tout une question de composition d'image. Cadrer, c'est trouver la bonne distance par rapport à ce qu'on est en train de filmer. Donc ça, on a vraiment une importance très forte par rapport à notre intuition. Pour faire une même valeur de cadre, on peut être plus près avec une focale plus courte ou plus loin avec un téléobjectif, par exemple. Et l'impression n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pas juste la composition, c'est surtout une question de point de vue et d'angle de caméra et de distance. Donc ça se fait à deux. Est-ce que, alors, avant de parler de cette évolution, de cette révolution technique, je voudrais qu'on parle aussi, bon, c'est vrai que vous cadrez, puis vous éclairez, mais vous éclairez un espace, vous éclairez des gens, des acteurs dans un espace. Votre relation avec le décor, c'est-à-dire les repérages, quand vous êtes en intérieur ou en extérieur d'ailleurs, avec les chefs décorateurs, c'est quelque chose voilà, dont on parle rarement, ou même avec les costumes ou le maquillage, la notion qu'il faut que ces équipes travaillent ensemble, fassent même des essais ensemble pour le rendu de... Voilà. Cette petite cuisine me semble assez peu connue finalement. On peut... Céline n'a pas parlé depuis longtemps. Alors moi, j'ai un goût très prononcé pour le noir et blanc, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais y compris cinématographiquement, et du coup, moi, mes grands maîtres sont évidemment Alécan et plein d'autres, mais j'ai toujours aimé sur les films faire des essais avec les comédiens vraiment de direction de lumière, en fait, essayer de comprendre un visage. Donc à l'époque, je les photographiais, maintenant c'est plus... En tout cas, voilà, moi, c'est une approche que j'aime beaucoup aujourd'hui, plutôt que de parler, parce que je crois qu'en fait, ce qu'on essaye de résumer, c'est qu'il y a une sorte de limite au langage par rapport à nos métiers, qu'il y a tellement de sensations, je ne sais pas si on est interprète, mais ça passe, c'est une énergie qui passe par nous et qui passe par notre corps, vraiment. Enfin, moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, aujourd'hui, le plateau, c'est énormément une gestion de l'énergie des uns et des autres. Et notamment du rapport entre la caméra et les visages, qui reste quand même l'essentiel du cinéma en fait. C'est-à-dire qu'on peut parler beaucoup des décors, des lieux, etc. Mais je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, moi, ce qui aujourd'hui me passionne, c'est vraiment le rapport à un visage. Donc voilà, moi, très concrètement, par exemple, quand il s'agit de comprendre et d'approcher un comédien, on va dire, évidemment, mon outil, c'est la caméra, mais c'est aussi la manière dont je vais le regarder, et donc dont je vais l'éclairer. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même énormément de mal avec une sorte de diktat actuel qui voudrait effectivement qu'on n'éclaire pas et que le cinéma ce soit pas des projecteurs, etc. Moi je pense que c'est une manière de les regarder, de les mettre en valeur. Je crois beaucoup à la photogénie et à une forme d'embellissement en fait. Et c'est vraiment le cœur de mon travail. Donc si j'ai pas les outils, à savoir les projecteurs, en fait, ils ont l'air de ce qu'ils sont dans la vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Juste alors, puisque nous venons de voir, ou de revoir pour certains d'entre nous, Tirer la langue Mademoiselle, qui est un film donc, très proche des personnages, mais aussi, ce que je trouve intéressant, avec des évolutions physiques des personnages au cours de l'action. Alors, concrètement, comment, et aussi placé dans un décor qui nous paraît, qu'on a l'impression de redécouvrir. Moi, j'ai Paris, je suis né à Paris, et puis au début, à certains moments dans ce film, on se dit, mais où est-ce que ça a été tourné? J'avais jamais vu ces couleurs-là, je les avais jamais vues avec ces lumières-là. Comment est-ce que ça se met en place? Alors ça, pour le coup, par rapport à Tirer la langue Mademoiselle, c'est vraiment quelque chose de très scénaristique, c'est-à-dire que c'était dans le 13e arrondissement, qui est l'endroit où habite Axel, qu'elle connaît bien, qu'elle parcourt tous les jours et qu'elle avait envie de filmer comme étant chez elle, en fait. Donc je sais qu'on m'a beaucoup dit ça, que c'est une manière de regarder Paris un peu surprenante ou nouvelle. On ne l'a pas théorisé, en tout cas c'était à côté de chez elle. Et les acteurs, les évolutions physiques, il y a leur jeu évidemment, mais en quoi est-ce que vous participez au jeu de l'acteur en fait? Ouh là là.
En quoi on participe au Bah jeu oui, d'acteur. On essaye d'en capter quelque chose. Et par contre, moi j'ai l'impression de film en film que plus ils sont bons et plus on est bon. C'est-à-dire qu'avant, moi je pensais que c'était le metteur en scène. En gros, moi, mon historique par rapport à ce métier, c'est vraiment la photographie, le contraste, le noir et blanc, la lumière à l'écran, etc., etc. Et puis en fait, à un moment, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait le tour de ça, des outils, etc., ce qui nous intéresse, c'est le rapport humain avec un metteur en scène et avec les acteurs. Et tout d'un coup, là, il y a un monde qui s'ouvre, qui est quand même très vaste et dont on n'aura, j'espère, jamais fait le tour. Et donc, on va repartir de là-bas. Là, dans le court-métrage qu'on vient de voir, il y a de très bons acteurs. Est-ce que vous les voyez avant? Est-ce que vous faites des essais avec eux dans les décors? C'est un court-métrage, très peu de moyens. Qu'est-ce que vous avez l'impression de... comment est-ce que vous avez l'impression de collaborer avec eux quand vous faites le film? Excusez-moi. Moi, en tant que chef-op, je vois les acteurs... moi, pour cette expérience, j'ai vu les acteurs peu avant le tournage. Donc on s'est vu, je pense qu'on est arrivé là une semaine avant de tourner. On avait fait les repérages, etc. Et on a fait quelques essais de costumes avec les acteurs pour choisir des couleurs pour leurs costumes, parce qu'on avait un film qui était de nuit. Et les gens du SAMU sont habillés que en blanc normalement. Et on voulait que ça soit sombre, donc on a décidé de leur mettre des gilets bleus. Enfin, c'est un petit détail, mais... et donc moi, ma collaboration avec les comédiens en amont, elle n'a pas été énorme sur ce tournage. Après, pendant le tournage, sur un court-métrage, c'est assez... ça va très vite et travailler avec des comédiens expérimentés comme ça, pour le réalisateur qui faisait sa première expérience aussi post-école, c'était pas facile tous les jours, parce qu'on était tous une équipe plutôt jeune, avec des acteurs qui eux ont de l'expérience et qui ne sont pas habitués aux erreurs de débutants. Et donc typiquement, moi, dans les plans séquences qu'on faisait, on travaillait de nuit, donc c'était quand même dur. Et les comédiens étaient bons dès les premières prises, pas tous, mais Olivier Rabourdin pour le coup était souvent bon aux premières prises et puis il s'essouffle un petit peu. Et du coup, nous c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je faisais plus d'erreurs au début et puis la mécanique roulait et c'était mieux à la fin. Donc ça, le rythme et le fait de se coordonner avec les acteurs pour être tous bons ensemble, ça a été compliqué. Voilà. Antoine, qui n'a pas beaucoup parlé, alors vous avez, c'est intéressant parce que dans votre filmographie, il y a des films d'auteurs comme Kabollywood, qu'on va voir ce soir. Il y a aussi des comédies, certaines faites parfois avec des petits budgets mais qui ont été des gros succès. Et je remarque aussi une sorte de constante dans votre travail, c'est le recours parfois à du faux documentaire ou une espèce d'image réaliste dans le... Pardon ? Voilà. Donc ce rapport au réel et tout d'un coup on s'aperçoit qu'on peut devenir complètement onirique dans une séquence et partir sur autre chose, mais comment est-ce que... Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans différentes familles. J'ai pu faire un film comme Babysitting qui était très intéressant à la caméra, justement au cadre, parce que c'était une caméra actrice et qui joue avec les comédiens. Justement, on parlait du rapport avec les comédiens. C'est une caméra qui joue dans le film. Qui intervient, voilà, exactement. C'est un des protagonistes qui filme. Et du coup, cette caméra, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Comme dans un film normal, on ne peut pas faire un chant, un contre-chant. C'est-à-dire, pour avoir les deux côtés, il faut que la caméra soit guidée par l'action, par une réaction, par quelqu'un qui l'appelle, etc. Donc c'est vrai que c'est une narration particulière. Et c'était passionnant. Et c'est vrai que d'un autre côté, j'ai pu aussi faire un film en Amazonie avec Luc Jacquet. Alors là, c'est rien à voir. Et donc c'est vraiment des mondes dans lesquels on peut rentrer. Et moi, c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est toutes ces émotions et tous ces mondes, toutes ces histoires qu'on peut raconter et créer ces univers. Ouais.
et avec les acteurs, la proximité ou le travail Alors, pour compléter un peu, c'est vrai que c'était intéressant. Avec les acteurs, c'est vrai que moi je fais des essais aussi. On cale, comment dire, le plus précisément les choses, que ce soit complémentaire avec tous les corps de métier. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a un travail, comment dire, un tout petit peu différent. C'est vrai qu'il y a un film que j'ai pu faire avec Chantal Latsou, qui joue le rôle d'une mère acariâtre et tout, et on lui avait trouvé un objectif pour elle. Et c'est un objectif un petit peu courte focale, et qui lui donnait une présence, comment dire, un petit peu exagérée. C'est-à-dire que chaque mouvement était un peu trop, elle prenait un peu trop de place, mais ce qui était le personnage. Donc du coup, c'est un travail qu'on a fait, de réfléchir et de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer comme ça. Marie, petite réflexion sur votre rapport avec les comédiens, mais aussi avec la préparation d'un film, la collaboration entre les différents corps de métier. Bah oui, c'est très important. Moi, j'essaie toujours de faire des essais en costume, dans le décor, même s'il n'est pas totalement fini. Et d'y aller assez intuitivement pour voir le comédien, le réalisateur, tout le monde. Et je propose toujours que ces plans, malgré le fait qu'ils soient muets, partent au montage, si jamais ils veulent en attraper des bouts, parce qu'il se passe toujours quelque chose de magique à ce moment-là. Des regards, tout le monde arrive dans le décor. Et donc ça, je fais toujours. Et j'essaye d'installer un rapport de confiance avec les comédiens, parce que, voilà, pour qu'ils me fassent confiance pour la lumière, pour le cadre, qu'ils sachent que je suis avec le réalisateur, que j'essaye qu'on fasse le même film, et que, voilà, qu'ils aient confiance dans mon regard pour interpréter l'image du film. Claire, quelque chose à rajouter sur ces... On va se retrouver sur le fait que globalement on fait tous des essais. Oui, les essais qu'il faut caméra. faire des essais, qu'il faut chercher. En tout cas, je pense qu'on va tous encourager de chercher. Non, c'est aussi une rencontre, quoi, de faire des essais. Il faut évidemment pour filmer des comédiens, il faut les avoir regardés. Il faut, je sais pas, il y a effectivement une sorte de relation de regarder et d'être regardé. Et on peut savoir un peu en quoi consistent exactement ces essais, c'est-à-dire que les comédiens ils arrivent et puis quoi, vous leur demandez est-ce qu'ils jouent une scène, est-ce que le metteur en scène est toujours là, est-ce que ils sont en costume, enfin bon, de manière générale, hein, dans l'idéal, ce serait quoi? Vous disiez dans le décor. Est-ce qu'on essaye plusieurs objectifs différents? Alors ça dépend, un peu les deux, mais je sais pas, dans l'idéal, déjà il faut que ça réponde à tout le monde. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un idéal. En tout cas, moi j'ai fait récemment deux types un peu d'essais, je trouve assez idéaux justement. Il y en a un qui serait, on fait comme si on tournait les premiers plans du film, mais c'est des essais, c'est-à-dire effectivement c'est dans les décors, c'est avec de la lumière, avec les gens qui vont être dans le film, et effectivement on fait comme des premiers plans du film. Ça c'est avant le début du tournage. Avant le début du tournage, voilà, il y avait Agnès Godard qui disait ça avec Claire Denis, elle disait les essais, il faut que ça soit, il faut pas faire des essais qui sont pas le film sur fond blanc où on se retrouve en regardant, voilà, déconnecté, parce qu'il est assez beau, ils servent des essais si ça commence déjà à être une manière de commencer le film. En tout cas, après, si ces images sont pas dans le film, effectivement, parce qu'ils sont, les essais ils peuvent être faits 2 mois, 1 mois avant le tournage, voilà, donc tout n'est pas forcément prêt, ou 3 semaines. Enfin, comme il faut souvent un peu de temps pour. Les essais sont intéressants s'il y a le temps d'y repenser, d'échanger, de modifier un peu les partis pris. Donc moi j'ai fait à la fois récemment des essais qui sont des plans qui ont fini dans le film, donc vraiment des choses, c'était comme les débuts, quoi. Comme pour quel film c'était? J'ai fait récemment le premier film de Mati Diop à Dakar, et les premiers essais qu'on a fait à Dakar, on avait évidemment très envie de commencer même à filmer. Donc, et il y a un certain nombre, voilà, effectivement, de choses qui ont été dans le film, quoi. Donc c'était déjà le début du film. Et puis après, sur le film de Céline Sciamma, là, plus récemment, c'est évidemment très différent parce que évidemment le décor n'est pas prêt, les costumes ne sont pas finis, enfin donc les choses ne sont pas forcément au même stade. Et donc là, c'est des choses qui sont plus effectivement du domaine de la rencontre, de la recherche, où petit à petit on échange justement avec la maquilleuse,
avec les costumes se finissant, avec la coiffure, avec les fonds, avec voilà, donc, tous les métiers qui ont un lien avec l'image pour travailler ensemble. C'est des endroits pour se retrouver, en tout cas, faire des essais, c'est aussi réunir l'équipe et chercher, échanger. Quelque chose à rajouter sur les essais, Eric? En fait, le but des essais, en fait, il y en a deux. D'abord, moi j'ai tendance après, je vois qu'on fait tous des essais parce que pour une raison très simple, c'est parce qu'on cherche à chaque fois des rendus d'image différents qui soient adaptés à un film en devenir, qui sera un prototype donc on ne connaît pas encore. Et donc pour chercher comment on va s'y prendre, moi en général je le fais le plus tard possible, c'est-à-dire très près du tournage, le moment où je commence à bien imaginer ou bien comprendre ce que cherche le réalisateur et je commence à ressentir ce que va être le sentiment qui va sortir du film ou son rythme interne. Voilà, mais c'est que l'intuition, je ne sais pas encore ce que ce sera, ça je le découvrirai pendant qu'on va tourner. Et quand les vrais essais, c'est pendant le tournage. Comment on se rend compte du rythme à des essais? Non, c'est pas aux essais. Les essais, ah, oui. on ne peut pas du tout. Ça, c'est vraiment discutant avec le réalisateur. C'est qu'à ce moment-là, alors il y a plein de façons possibles, par des trucs, des films qu'on peut voir en commun, de la musique, de la littérature, ou juste un beau repas avec Raoul Ruiz, par exemple, parce que c'était porté par ça pour transmettre ses désirs, et c'est là où je comprenais aussi beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça, c'est les repérages, et qu'on va se promener dans les lieux, et c'est très intéressant pour moi, évidemment, pour comprendre dans quel décor on va tourner, pour comprendre pourquoi le réalisateur est intéressé, et surtout pour voir comment lui, physiquement, il se promène dedans. Et donc là, je vois qu'est-ce qui l'intéresse, quel point de vue, qu'est-ce qui est enfin ce lieu qui a l'air quelconque, tout à coup, vu de là, le quelconque devient très intéressant. Voilà, donc ça aide tout ça à apprendre. Mais donc, pour revenir aux essais, en fait, on a énormément d'outils pour faire une image. Donc, à chaque fois, il faut travailler, en effet, quel type de caméra, quel type de pellicule, quel type d'objectif. Mais par exemple, rien qu'un projecteur comme celui-ci, c'est infini comme on peut le travailler. On peut rajouter des filtres de vent, l'envoyer en réflexion sur quel type de matériaux, etc. Donc, ou le contrôler beaucoup, ou au contraire éclater complètement la lumière. Donc tout ça, ce sont des outils, et puis même juste ce projecteur-là, placé là comme il est là, ou là, la lumière va être complètement différente. Et donc ça aide ces essais à essayer de comprendre est-ce que, par exemple, l'intuition qu'on a, est-ce que c'est la bonne intuition, est-ce que ça va marcher? Et puis donc ça permet aussi, par exemple, de travailler ce que j'appelle moi la texture de l'image. C'est-à-dire, est-ce que c'est une matière d'image qui va être plutôt douce, plutôt dure, plutôt une image douce mais avec des lumières très dures. Enfin, il y a plein de combinaisons, ça va à l'infini. Et la deuxième raison, c'est que ça permet d'affûter un peu notre vocabulaire et de commencer à travailler avec le réalisateur, évidemment avec l'équipe, comme tu as dit, ça c'est très important. Ça veut dire que le premier jour de tournage, on se connaît déjà. On a déjà fait des images qu'on a étalonnées, donc on a travaillé en laboratoire, qu'on a projetées, et donc évidemment c'est très utile pour l'équipe d'éco. Parce que par exemple, on peut donner un rendu de couleur, les fauteuils rouges, on peut les faire sortir. Par exemple, là aujourd'hui, on a vu le film juste avant de Céline, par exemple, où les couleurs là sont vraiment très fortes, les rouges en particulier. Ça, voilà, ça c'est le style du film, par exemple. Est-ce que, ça, je suppose que ça c'est quelque chose qu'on essaye avant, et c'est-à-dire on fait un film, peut-être le manteau rouge, les gants rouges, et puis, ou un mur rouge, et on voit, pour être sûr que, par exemple, que la réalisatrice elle dit oui, c'est ça que je veux. Parce qu'entre ce qu'on voit et ce qui est filmé, il y a une grande différence quand même. Donc ça nous permet voilà, d'affûter un peu nos outils, mais après, la vraie expérimentation, c'est tout le tournage. Céline? Oui, après je pense que ça dépend aussi de la manière dont les metteurs en scène s'en emparent. Les essais, il y en a certains qui ne voient pas trop ce qu'on fait, pourquoi, comment, et puis d'autres, enfin moi quand on parlait là, je pensais à Alain Gomis avec qui j'ai fait Félicité. La France, avant non? Ah non, la France, c'est... Non, c'est pas moi. Oui. Non, si, c'est tout à fait un film d'Alain, mais c'est de L', à France. Excusez-moi. Mais c'est pas moi qui l'avais fait à la photo. Mais Alain, par contre, il tenait vraiment à ce que je vienne à Kinshasa en repérage, certes, mais surtout avec une caméra. Et du coup, il m'a par exemple envoyé filmer, je connaissais pas du tout l'Afrique, à part le Moyen-Orient, enfin, le Maghreb. Et il m'a envoyé faire des images dans la ville, vraiment complètement documentaire. Enfin, voilà, je découvrais Kinshasa avec une caméra. Donc ça, c'était tout un pan du film qui est très présent, et c'est des plans qui sont montés, pour le coup, quasiment tous.
Et par ailleurs, il m'a fait rencontrer son actrice et il nous a dirigés toutes les deux sur la manière de bouger ensemble, sur comment j'allais tourner autour d'elle, la suivre, et pour elle n'ayant jamais joué dans un film, pour aussi que on s'habitue l'une à l'autre. En fait, c'est apprendre à se connaître, que ce soit un metteur en scène, une actrice. Pour que ça familiarise aussi avec la caméra. Tout à fait. Et donc c'était très concret, et je pense que plus on est concret, effectivement, plus on est riche après sur le film. Alors, des choses à rajouter, non? Alors, Éric Gauthier, pour toi, pardon, le tournage, c'est l'âme du film? Oui, tu me ressors, oui, c'est pour ça. Donc, disons que je pense que le cinéma, l'âme de ce qu'il va y avoir dans le film, ce qu'on appelle le cinéma, c'est sur le tournage. Le scénario, c'est le squelette, c'est l'ossature qui va être le point de départ, mais le scénario, c'est tout sauf de la littérature, c'est une promesse pour aller vers le cinéma. D'ailleurs, c'est une hérésie de lire un scénario après. Ce qui compte, c'est le cinéma qui compte. Et évidemment, le moment où le film se fait, c'est au moment du montage. Donc en fait, nous, je pense que notre travail, c'est donner, voilà, vous avez très bien vu le film tout à l'heure. Le montage. Pardon? Au moment du montage. Du montage, oui, j'ai dit quoi? Oui. Du montage. Et ça veut dire toute l'impression, tout ce qu'on ressent, comment les acteurs sont filmés, c'est-à-dire que les choix des plans, etc., ça c'est ce qui va être l'âme du film. Après, le film en lui-même, il existera grâce au montage. Donc c'est un passage de relais à chaque fois, je pense. Et le tournage, c'est ça, c'est l'âme, c'est ça le tournage. Et comment est-ce que ça se découvre? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup préparé que tout d'un coup ça va se révéler dès le début, ou c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure? Les metteurs en scène disent très souvent, c'est très important de savoir par quelle scène on commence le tournage. Oui, bien sûr, c'est très important parce qu'on apprend. Ce qui se passe quand on tourne, c'est que donc on ne connaît pas le film concrètement, c'est qu'on le découvre en le tournant. Et moi, c'est quand même 95% des films que j'ai pu faire, c'est j'ai appris un tout petit peu à chaque plan, à chaque fois, donc d'où l'idée de beaucoup préparer pour essayer de voir à quel point tout ce qu'on fait est juste ou pas, parce qu'il faut très peu de choses pour qu'une image entraîne le film dans une mauvaise direction aussi. C'est toujours une obsession. Et à part des gens comme René, où c'était des préparations très précises, mais même ça nous permettait aussi d'improviser pendant les journées. Mais bon, avec lui, c'est sans doute le seul avec qui c'était vraiment très précis, où on savait assez bien vers où on allait. Mais sinon, tous les réalisateurs, c'est pendant le tournage qu'on apprend à faire le film. Mais pour tout le monde, pour les acteurs aussi, pour tout le monde. Alors, moi, j'aimerais vous interroger les uns les autres sur des collaborations suivies avec des réalisateurs d'un film à l'autre. Est-ce que ça apporte? Est-ce que ça peut aussi peut-être avoir d'inconvénients? Ou est-ce que il y a la crainte de se répéter? Ou au contraire, c'est quelque chose qui s'approfondit? Est-ce que les uns les autres pourriez choisir un ou une cinéaste avec qui vous avez travaillé plusieurs fois et avec lesquels vous pourriez parler de votre collaboration? Moi, c'est vrai que c'est mon frère qui vient à l'esprit quand vous posez cette question. Serge Boson, avec qui j'ai fait 3 films, La France Tip Top et Madame Hyde. Alors, ce qui est étonnant pour moi dans la relation avec mon frère, c'est qu'il essaye toujours de m'emmener à l'envers de ce que je suis, comment dire ça, et de ce que j'aime. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai un goût très prononcé pour des très fortes pénombres, pour des films où on voit pas grand-chose et où on cherche un peu ce qu'il y a à voir. Et mon frère aime beaucoup les images très claires, très lumineuses, les blancs très forts, et ne supporte pas quand on met des choses dans l'ombre. Voilà. Il aime beaucoup la profondeur de champ. Enfin, mon frère, je pense qu'il est resté bloqué au 1.33 Cinémathèque. Mais en même temps, c'est une vision. Hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout négatif. Encore une fois, c'est que je pense qu'il regarde comme ça, il voit le monde comme ça, donc ça détermine
un format, donc je pense qu'on ferait du 1,37, mais malheureusement les distributeurs ne veulent pas, donc on fait souvent du 1,66. Un support, à savoir l'argentique, la pellicule. Une distance, comme tu le disais Eric, aux acteurs, c'est-à-dire la focale bressonienne entre le 35, 40, 50, grand maximum. Enfin, déjà, Le 50, plus proche de l'œil humain. 50 c'est déjà trop long, bah, ça on peut en parler longuement, moi ça me passionne, y compris en photographie, mais en tout cas, des focales dites moyennes, même si le terme n'est pas très joli. Ils n'ont pas extrême. Voilà, et donc je pense qu'il y a un goût très très fort du cinéaste et qui vous emmène à des endroits, et moi je suis toujours un peu surprise du coup du résultat, ce qui est assez merveilleux parce que voilà, je le connais depuis que je suis née. Juste une petite précision, quand vous dites que vous parlez du format 1,33, 1,66 Oui, ou des rapports large, de cadre, scope, oui. oui. Alors qu'est-ce que, pour vous, le choix du format, puis on en reparlera aussi avec vos collègues, c'est comment il se Alors fait. moi j'ai présenté 3 films à Camérimage l'année dernière et j'ai eu un petit choc parce qu'en fait les 3 étaient en 1,66, à savoir Madame Hyde, Félicité d'Alain Gomis et La Nuit je mens que je viens de faire avec Stéphane Battu. Et tout d'un coup je me suis dit, ah, comme c'est étrange. Je pense que c'est un format que j'aime beaucoup. Là aussi je pense qu'il y a un rapport à la photographie qui m'est très personnel. Et un rapport au visage, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je... Visage par rapport à l'ensemble de à l'espace, oui, tout d'un coup, c'est-à-dire que c'est très proportionné à un visage, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça fait rentrer un visage dans le cadre sans qu'il y ait beaucoup de choses autour, quoi, contrairement évidemment au format plus large et tout ça. J'adore le scope. Moi, en fait, j'aime bien les extrêmes. Quel est l'avantage du scope scope dans votre pratique? Ah bah ça, je vais laisser un peu... Ah, alors, quelqu'un a envie de parler du scope? Alors le scope, donc effectivement moi j'en avais rêvé comme assistante, j'en ai jamais fait, je me suis dit bah zut, puis après comme opératrice au début non plus, les réalisateurs, puis les productions malheureusement étaient frileuses, elles avaient le sentiment que c'était plus lourd, plus cher, plus dès qu'on... Parce qu'on voit plus de choses à l'écran, donc il faut plus, c'est ça ou Non, je sais pas, ils avaient une idée ancienne d'une lourdeur du scope, qu'il fallait travailler avec une certaine exposition, donc plus de lumière, alors que les optiques actuelles permettent un travail comme dans les autres formats. Et donc, j'ai fait un film, le film de Xavier Deringer, je l'ai fait en scope. C'est une discussion qu'on a eue ensemble. Lui, il en avait très fort envie, il a hésité, on s'est donné le choix jusque tard, jusqu'au repérage, pour être sûr que c'était le bon. Et moi, j'étais ravie de cette largeur d'image. Et pour ce film-là, en tout cas, je pense que chaque film peut avoir son format, ils sont tous intéressants. Mais c'est vrai que tout à coup, quand on va au cinéma voir un film en scope, ça nous met tellement, il y a tellement de largeur qu'on est vraiment dans le film. J'ai trouvé ça très très agréable à tous les moments du tournage, de la vision. Et sinon, si on devait reparler d'une collaboration sur plusieurs films avec un même cinéaste, je pense à Emmanuel Bourdieu, parce que vous avez fait avec lui un long métrage et plusieurs téléfilms, je crois. Oui, c'est ça, un long métrage. Louis fait la Prudentielle. Oui, exactement. Et donc, la collaboration à long terme, qu'est-ce que ça... Moi je trouve ça très agréable parce qu'on s'entend très très bien. Puis Emmanuel c'est quelqu'un qui est scénariste à la base, donc tous les scénarios il les a écrits, il connaît son film par cœur, il est prêt à changer plein de choses très facilement vu que c'est son métier. Et il adore préparer, donc on passe beaucoup de temps ensemble, bien avant la préparation du film, à juste lire le scénario ensemble, il me demande de voir des films, on partage plein de choses, et je trouve ça vraiment agréable, et ça me permet à chaque film maintenant avec lui d'être de plus en plus intuitive, et au moment même de pouvoir lui proposer à la dernière minute un sentiment que j'ai pour faire un plan, où tout à coup je vois un acteur quelque part et je lui propose qu'on rajoute un plan, d'alimenter l'histoire par d'autres plans, parce que souvent quand on lit un scénario, je trouve qu'il y a des moments juste de vie des personnages qui ne sont pas écrits et qui moi me manquent. Après je trouve que ça manque de respiration, et du coup maintenant je peux lui proposer très très vite de tourner des plans comme ça, et il rebondit et on les fait, et puis on passe toutes nos soirées ensemble, on découpe pour le lendemain, on s'entend vraiment très très bien, donc je trouve ça très très agréable. Antoine Marteau.
Je crois que ce qu'il y a dans le fait de se connaître, c'est que on va plus vite, on se comprend plus vite. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est les différences. Céline parlait des contrastes entre le frère et la sœur, donc ça c'était assez drôle. Mais je crois que c'est représentatif, que c'est bien d'être différent, mais c'est bien de se connaître et de se comprendre. C'est vrai que quand on fait plusieurs films avec la même personne, qu'on se retrouve, c'est souvent, enfin quand on s'entend bien, c'est agréable. C'est agréable parce que ça permet d'aller vite, ça permet de se dire les choses aussi, tout simplement. Il y a, comment dire, la glace est cassée, on a fait déjà des choses ensemble. Il n'y a pas un risque de se répéter? Je ne pense pas, parce qu'on approche... Ou au contraire, on est encore plus aventureux parce qu'on se connaît bien? Oui, je pense que ça peut aller dans ce sens-là, parce que je pense que chaque film déjà a son approche, et que se connaissant bien, on se dit, bah, ça on s'est essayé, et finalement, on n'est pas allé assez loin. Donc on peut y aller. Claire? Alors, je vous laisse le choix, puisque vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs différents. Je suis fidèle, finalement. Ouais. Alors, qu'est-ce que... non, je repense à... Si, ces histoires de changer et de poursuivre sur plusieurs films, ça me fait évidemment penser à... Je vais continuer sur Guirotti. Non, c'était intéressant quand j'ai rencontré Alain Guirotti pour L'Inconnu du lac, donc j'avais pas fait les films d'avant. Et il y avait une envie de changer, et justement, je me souviens, il m'avait dit ne revoyez pas mes films, ou ne voyez pas mes films, évidemment, je les avais tous vus, mais il y avait une. Non, mais l'envie tout d'un coup de travailler avec quelqu'un d'autre, c'était aussi, il me disait, les gens me connaissent trop, et puis on me cantonne un peu, on m'attend avec mon décalage, mon humour, avec mes petits personnages qui viennent d'un coin et qui arrivent tout face en diagonale. Et, enfin, ils avaient l'impression presque d'être un peu... qu'ils étaient contents de changer tout d'un coup en se disant, voilà, quelqu'un qui ne me connaît pas, donc qui ne sait pas déjà... La routine, voilà, ce que je vais faire, voulant tout d'un coup en fait changer. Je pense que les réalisateurs, ils poursuivent... Ils poursuivent leur chemin, mais à la fois, je pense que chaque film est quand même se fait à la suite et à la fois contre le film d'avant, enfin en tout cas chaque film... Par exemple, entre L'Inconnu du lac et Rester vertical, qu'est-ce qui a changé dans... pour lui c'était vraiment... donc en tout cas c'était rigolo, il voulait surtout pas avoir d'habitude, ça lui permettait, je pense, sur L'Inconnu du lac, il voulait être moins drôle, je pense qu'il voulait faire un film un peu plus grave, qu'il était content en tout cas de ne pas avoir d'habitude et de pouvoir, presque comme faire un premier film. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose un peu comme ça dans la rencontre. Et après, c'est sûr qu'il avait très envie de choses... Alors je me rappelais ça parce que le voyant en voulant changer, tout d'un coup, me trouvant qu'il fallait faire un film beaucoup moins ciselé, moins chaleureux, moins séduisant. Tout d'un coup, Rester vertical, c'était ça. C'était un film plus on va dire, déprimé, en tout cas plus... comment dire, plus compliqué, plus foisonnant. Je pense qu'il était conscient, il avait envie de ça, de faire un film, et puis plus ancré dans le réel, en tout cas très différent, et en tout cas presque un peu moins, en tout cas il me disait souvent qu'il fallait que ça soit moins brillant, moins séduisant. Ça voulait pas dire qu'il fallait que ça soit moche, mais en tout cas qu'il y avait quelque chose d'un autre rapport. Plus rude. Et je me souvenais, je me disais, c'est marrant, il veut changer, je me dis, il voudrait changer tout en gardant la même... Mais effectivement, il y avait cette idée de se renouveler, en tout cas de se réinventer, en tout cas de ne pas s'enfermer, mais je ne crois pas, à la fois je ne crois pas qu'on s'enferme à poursuivre, au contraire, mais c'est justement une expérience commune, j'ai l'impression que c'est intéressant de poursuivre, mais je trouve ça bien aussi de se poser la question, dans les collaborations, dans ces grandes fidélités. Je pense qu'il n'y a pas de... je pense qu'il faut que ça soit un désir commun qui continue ou qui ne continue pas. Eric, alors il y a le choix, évidemment, mais j'ai quand même envie de reparler de Pléchin, puisque vous avez démarré en même temps, et ça a peut-être été la collaboration la plus longue et la plus diversifiée au fil des années, même s'il y en a eu beaucoup d'autres. Donc vous avez commencé tous les deux quasiment à l'école, sortant de l'école. Disons qu'on était chacun dans une école différente, on s'est connus à ce moment-là, et on s'est retrouvés une petite dizaine d'années plus tard. La vie d'apprentissage pour moi de plein de courts-métrages, et on a fait La vie d'amour, notre premier film en commun, on a le même âge. Oui, avec Arnaud j'ai fait 5 films, avec Essaya j'en ai fait 6, avec Chéreau j'en ai fait 4, avec René j'en ai fait 3, Walter Saleh j'en ai fait 2. En fait,
Et puis beaucoup de réalisateurs avec qui je ne fais qu'un. C'est quand même pas mal de films. Et en fait, moi, j'ai toujours cherché des aventures différentes et des idées de voyage, mais surtout évidemment des imaginaires différents. Et j'ai l'obsession de ne pas faire 2 fois le même style d'image, parce que je suis quelqu'un qui... Enfin, je m'ennuie très très vite. Et donc ça me déprime très vite. Et tout d'un coup, quand je sais faire quelque chose, j'ai plus envie. Ce qui m'amuse, c'est d'expérimenter, de chercher. Et donc ces réalisateurs-là, s'il y a eu plusieurs films, il y en a d'autres avec qui j'ai pas voulu continuer, parce que la promesse du prochain film nous ramenait à ce qu'on savait déjà faire, et ça ne m'intéressait pas. Avec Arnaud, les 5 films qu'on a faits sont des propositions complètement différentes, même si c'est vraiment son cinéma à lui, on le reconnaît vraiment. Et honnêtement, en voyant Rois et Reines, sachant qu'avant j'avais fait Esther Kahn à Londres, et où le style est très différent, et puis après un Conte de Noël aussi, très différent, y compris formellement, bien sûr. Alors inutile de dire avec René, avec Chéreau, Alors, donc là ça c'est excitant. Voilà. Si on reparlait comme ici, il y a eu la projection de Rois et Reines, c'est très différent, mais c'est quand même le même cinéma. Alors en quoi l'approche est-elle différente? Est-ce que c'est dicté par le scénario et le sujet? Est-ce que... Non, c'est dicté par le metteur en scène. Finalement, il n'y a que ça d'intéressant, c'est pas tellement le sujet ou le scénario. Moi, j'ai jamais fait le choix de film sur un scénario, jamais de ma vie. C'est toujours sur un réalisateur et la proposition de cinéma qu'il fait. Et j'aime bien comparer ça à l'idée d'un voyage. Alors, quelle était la différence? Pour moi, l'idée d'un voyage, tu vois, c'est la destination n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est avec qui on voyage. Et c'est bien mieux que la destination qu'on connaît d'avance avec un très mauvais partenaire. Donc ça, c'est un cauchemar. Donc voilà, c'est pour moi l'idée de partir, de sauter dans le vide, et après, je commence à m'intéresser vraiment au scénario, et je commence à me l'approprier. Alors concrètement, sur ces 3 films, quelle était la proposition de cinéma différente qui a dicté le voyage au départ? Les 3 films desquels les 3 dont on vient de parler. Le Zécléchin. Non, oui, Esther Kahn, oui, Rois et Reines, et un Conte de Noël. Voilà, on peut prendre longtemps par film déjà. Oui, Est-ce que c'est quand même un style aussi? Non, mais par exemple sur Rois et Reines, que donc les gens peuvent Ouais. voir ici, il s'inspirait très clairement de Woody Allen et des espèces, disons, de traiter le mode tragique sur un ton de comédie, mais en ramenant quand même de la tragédie dans la comédie. Enfin voilà, c'était sans arrêt. Donc visuellement, moi j'ai joué sans arrêt sur les 2 tableaux, donc d'où des moments des images brillantes, des moments très sombres, et très souvent ça tombe pas. Arnaud il a un ressenti paradoxe, et par exemple le personnage de Mathieu Amalric, qui est complètement fou, finalement à la fin c'est lui le plus réaliste, le plus raisonnable, le plus humain, le plus touchant, alors que Nora, qui est merveilleuse, à la fin c'est quand même un horrible personnage, qui est avec son père qui d'outre-tombe souhaite sa mort, voilà. Donc c'est d'une violence inouïe. Donc ça, bon, ça n'a rien à voir avec Esther Kahn et avec un Conte de Noël. On va pas parler de... Alors du coup, Esther Kahn au départ... Non, ça veut dire qu'à ce moment-là, formellement, oui, c'est traité différemment. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et alors, là où Antoine a raison, c'est quand on se connaît, évidemment, on peut aller beaucoup plus vite et on peut être beaucoup plus audacieux. Là, les exemples, c'est avec Chéreau aussi, évidemment. Le premier film, c'était Ce qu'aime pour le train. C'est sûr, quand on fait Intimité en deuxième, là, j'arrive à être vraiment très audacieux parce qu'on se connaît bien. Et là, il y a une confiance et on gagne du temps. Voilà. Et alors, sur ces 2 films-là, par exemple, quelle est la différence dans l'approche du les sujets sont différents et ils cherchent des choses différentes dans les 2. Mais après, si on creuse bien, on finit par se rendre compte que c'est malgré tout... c'est sur l'impossibilité de l'amour, sur la mort, c'est les thèmes de Chéreau, mais par en dessous, mais il les met pas apparemment tout de suite. Quoi. Donc, Et il les traite de manière différente, même dans radicalement, le travail. Déjà dans les histoires, juste dans le choix des acteurs, oui. et formellement, c'est très différent, ils sont très différents ces films. Et ces décisions-là, voilà. Bah, disons que vu avec de maintenant, c'est facile d'essayer de dire ça a commencé Mais, voilà, cela. Mais on est dans la création. Quand c'est dans la création, surtout, on est devant l'idée de faire un film dont on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi il va ressembler à la fin, puisqu'il n'existe pas, il va falloir l'inventer. Et donc c'est ça tout le travail de préparation, et puis évidemment pour le tournage. C'est que, par exemple, là, on parlait de format, ce qui m'a pour le train, le Rescope, tourné dans le train, entre parenthèses, c'est vrai on parle souvent, il y a plusieurs types de scopes d'ailleurs, pour revenir à l'idée du format tout à l'heure.
Il y a les grands films classiques ou les grands films américains, les Cimino, les Coppola en prescope, où là c'est plus grand que nature, plus grand que vrai, tellement c'est riche. Mais c'est également le cinéma de la nouvelle vague, et qui est fait avec 3 francs 6 sous, presque rien, c'est Jules et Jim, c'est tous ces films-là, une femme, tous ces films-là. Ou du cinéma comme les films de Téchiné par exemple, où l'avantage du format allongé permet, donc c'est des films très intimistes, et le format très allongé permet d'avoir dans le même plan 2 gros plans. Normalement, comme en gros le format normal, en gros c'est le scope coupé en 2, on fait un gros plan et un autre gros plan. Et là, on peut dans la même image avoir 2 gros plans côte à côte, voilà, par exemple. Donc il y a plein de scopes différents. Alors, et celui-là, il coûte beaucoup moins cher, par exemple. Dans ce cas particulier. C'est ce scope-là, en tout cas, que je ramène à ceux qui veulent prendre le train. Voilà. Et la décision donc se prend avec cette volonté-là oui. d'emblée. Et ça, c'est Patrice qui avait cette idée-là dès le début, qui était une idée, par exemple, que intuitivement j'ai trouvé formidable. Sauf qu'après, moi, je sais la branche sur laquelle j'étais, parce que tourner dans un train avec du scope, c'est quand même pas simple. Et en même temps, je me suis vite rendu compte que le scope permet sans arrêt de sortir par les fenêtres du train. Les fenêtres sont toujours là. Et en fait, j'ai tout construit, la lumière et tout ça sur les mouvements. En fait, c'est le destin qui est en route et les personnages sont prisonniers dans ce train, ils ne peuvent pas s'en échapper, sauf un à un moment. Et donc ça, visuellement, voilà, il y a sans arrêt cette obsession du mouvement, et donc des lumières qui bougent, etc. Et il y a toujours un bout de fenêtre dans le champ. Alors juste, parce qu'on est en train de parler de Chéreau, quand j'avais interrogé Chéreau sur l'évolution de son cinéma, il me disait que tu avais été très crucial dans sa manière d'aborder la mise en scène, et notamment par ces prises qui étaient filmées en plan séquence portés, mais qui, dans le film final, ne sont plus des plans séquences, mais qui lui permettaient de passer d'une prise à l'autre au montage. Et est-ce que c'est quelque chose, ça, c'est une idée qui vient pendant un projet, d'une manière... C'est venu très clairement pendant ce même pendant le train. C'était en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il a été me chercher moi, parce que j'étais tout jeune, j'avais 34 ans et je n'avais pas fait beaucoup de films. Alors qu'il avait fait juste avant l'impressionnant Reine Margot, avec une magnifique photo de Philippe Rousselot. Donc je me demandais pourquoi il allait me chercher. Et j'ai fini par comprendre que dans La Reine Margot, qui est un film beaucoup bien magnifique, mais on sent que derrière ce film qui est bien tenu, un espèce de réalisateur qui fulmine, quoi. Et c'est ce qu'il était vraiment. Et donc dans ceux qui m'apprendront le train, là je me suis dit, donc la mission c'est ça, il faut l'aider à donner cette liberté. Et c'est là où on a établi ensemble un système de fonctionnement où en effet c'est à l'épaule, c'est beaucoup de plans séquences, mais chaque prise est différente. Et lui après il coupait à l'intérieur. L'intérêt, voilà. Et l'intérêt c'est que comme la caméra n'est jamais mise en place pour le moment où il s'est coupé, on est toujours dans une logique de plan séquence. Parce que si on coupe pour reprendre le plan, on va bien se placer, on va chercher un angle. Donc on est quand même, on a la sensation de plan séquence, même si c'est coupé à l'intérieur. C'est le rythme, voilà. Dans un rythme très particulier. Voilà, ça c'est le système qu'on a mis en place. Mais justement, une fois qu'on a su bien le faire, et en particulier après, mieux encore sur Intimité, on a cassé ce système-là pour faire comme Gabriel, qui est beaucoup plus posé, il n'est absolument pas à l'épaule. Oui, mais avec l'idée, on va casser, ou bien c'est juste... Un peu, mais quand même, avec des vraies ruptures d'axes, etc. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait changer de grammaire à ce moment-là. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison, c'était intuitif? Oui, ça s'adaptait bien au projet, et la façon dont il avait envie de le raconter, et il avait envie de quelque chose de plus apaisé, et que la violence à l'intérieur de ce qui se raconte soit vraiment intérieure au personnage. Et c'est pas quelque chose qui sort, contrairement à ces autres films où il y a également cette mise en scène où c'est très physique, c'est très le corps, et donc la caméra fait partie aussi de ce point. Et il disait aussi que ça avait changé quelque chose pour sa direction d'acteur. C'est-à-dire que moi, il m'a donné... J'en ai parlé d'ailleurs avec un acteur qui avait travaillé avec lui sur Intimité, qu'il faisait dans 2 prises différentes, avec à l'épaule, il donnait telle intention de jeu à l'acteur, et puis dans la prise suivante, il donnait une autre intention de jeu, et au montage ensuite, alors que l'acteur ne peut pas jouer 2 intentions de jeu dans la même prise, au montage il peut. C'est pas tant des intentions de jeu, parce que c'est pas quelqu'un qui disait beaucoup de choses aux acteurs, par contre c'est dans la gestuelle.
Et donc c'était plus un chorégraphe. Et donc en fait, moi, il m'incluait dans la chorégraphie. Mais il me laissait faire aussi. Donc par exemple, une première prise, on s'était bien mis d'accord, les déplacements des personnages, puis le temps d'éclairer, tout ça. Puis après, je passe d'un personnage à un autre. Et lui, il avait un petit retour, mais il courait à côté de moi, il avait un petit retour vidéo de très mauvaise qualité, parce que à l'époque, c'était pas terrible ces retours, mais suffisant pour voir ce que je fabriquais dans le cadre, qu'est-ce qui se passait en arrière-plan. Et en fonction de ça, il voyait bien qu'il y avait un truc plus intéressant peut-être à côté que je ne voyais pas, moi, que j'avais raté. Et donc il remettait en place les personnages différemment. Et tout à coup, quand il sentait qu'un acteur était un peu embarrassé, ça ne fonctionnait pas, il allait lui faire un déplacement, etc. Donc ce qui fait que lui, il revenait avec une autre énergie. Donc c'est en ce sens-là où, en effet, mais chaque prise était différente. On modifiait tout à chaque prise. Oui. Alors, juste pour reprendre un peu cette idée que chaque prise est différente et que finalement on capte quelque chose de différent à chaque fois, je voudrais poser une question à Antoine Marteau sur le film qu'on va voir ce soir, qui a une partie documentaire, c'est-à-dire quand le film est sorti, on a dit semi-documentaire, enfin c'est filmé avec les vrais protagonistes sur les lieux de l'action, mais c'est quand même une fiction. Comment est-ce qu'on gère ça? Et est-ce que tous, vous pouvez nous faire part de votre expérience éventuelle de filmer un documentaire et des rapports qu'on a avec un réalisateur quand il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue? Alors c'est vrai que Kabouilly-Wood, c'est un vrai faux documentaire. C'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur la réalité. Certaines personnes jouent leur propre rôle, un rôle assez essentiel qui est le projectionniste, par exemple, du film, qui est le projectionniste de ce cinéma fermé à Kaboul. Et voilà, on s'appuie beaucoup sur tous ces personnages-là, mais après on reconstruit avec eux. C'est-à-dire qu'on a le sens de la séquence, parce que mine de rien, il y a une narration, il y a un scénario alors, qui s'adapte et qui se réécrit aussi au fur et à mesure. Mais on a le sens des scènes et des séquences, des rencontres. On sait où on va, quoi. On sait où on va. Donc on crée la rencontre. Nous, on va la filmer de façon, comment dire, assez dans leur énergie, de façon assez libre. Avec les enfants aussi. Avec les enfants, exactement. Et c'est vrai que à la fois la caméra s'adapte, mais on est quand même autour de quelque chose qui se construit et on s'autorise à refaire des prises. C'est-à-dire que c'est là où on peut relancer la machine d'une certaine manière. Et réajuster des choses, aller chercher des plans, voilà, repréciser les choses. C'est là où on n'est pas du tout dans le documentaire. Exactement, c'est qu'à un moment donné, on bascule, mais quoique oui, dans les documentaires, on peut aussi refaire des choses, et demander aux gens de refaire des choses, même si on reste sur leur vérité. On va dire que c'est ça l'essentiel, c'est de garder la vérité, même si on construit avec eux sur leur réalité. Claire, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, vous avez travaillé sur des documentaires, mais dernièrement un réalisateur de documentaires très intéressant qui s'appelle Dominique Marchais. Et je voulais savoir comment est-ce que vous abordez votre travail dans le documentaire. Est-ce que ça, les rapports et les différences qu'il peut y avoir avec votre travail sur les fictions? Alors effectivement, j'essaye de continuer à faire aussi du documentaire. Je trouve ça pas finalement si simple, parce qu'on est vite emmené ou catalogué à ne faire que, voilà, à pas faire les deux. Mais c'est assez étonnant comme après chaque fiction, j'aurais envie de faire un documentaire et après chaque documentaire, j'aurais envie de faire une fiction. Qu'est-ce que vous avez aimez? Quelque chose que j'aime beaucoup, je crois que c'est d'être... déjà, on se retrouve seul ou presque seul, enfin juste avec, seul à l'image en tout cas. Quelque chose d'être seul à la caméra. Et puis il y a effectivement quelque chose moi j'aime beaucoup, il y a quelque chose de l'instant, il y a quelque chose à capter, j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup. En vrai, moi j'apprends beaucoup du documentaire, et je pense que je puise beaucoup de mon expérience du documentaire, c'est-à-dire dans tout cet aspect qui est faire avec, c'est-à-dire quelque chose de physique qui est instinctif, qui est de trouver la bonne place, les bonnes places, je sais pas, quelque chose comme ça. Moi j'aime beaucoup, mais qu'on utilise, mais qu'on utilise également beaucoup en fiction. Enfin, moi je travaille avec des gens effectivement qui font un peu les passerelles, soit que dans le documentaire, mais effectivement tout le cinéma de Maïwenn est quand même très dans la passerelle d'une manière un peu documentaire, dans quelque chose de très fictionnel. Le côté faire avec, quoi, il y a quelque chose que je pense que j'ai beaucoup appris et je pense que c'est aussi tout le travail évidemment en lumière naturelle qui... Et dans ce cas-là, quelle est la relation avec le réalisateur en fait, quand on est en documentaire? Parce qu'on a un peu la responsabilité, enfin une responsabilité peut-être plus grande qu'en fiction sur ce qui est filmé ou non.
Oui, à la fois, j'ai toujours ressenti une sorte d'immense confiance, un peu comme en fiction, et je pense qu'on est quand même très dirigé. Enfin, moi, je me sens jamais tellement seule, ni à la place, livré à vous-même. Oui. Voilà, ouais. J'ai l'impression qu'on est très... En fait, tout autant des documentaires, en fait, on est très guidé par le fait de d'où on regarde cette situation et comment on filme les gens, et est-ce qu'on s'en approche, et est-ce que, est-ce qu'on coupe, hein, d'ailleurs, parce que le documentaire ne veut pas dire qu'on tourne en permanence. Je sais pas, et j'ai l'impression que même si, effectivement, on peut avoir, se sentir à un moment seul, en tout cas, au milieu d'une situation, j'ai l'impression qu'on est... moi, je me sens jamais du tout seul, au contraire, je pense que c'est quelque chose où on est très ensemble, très guidé, mais pas quelque chose de finalement que moi je me petite équipe, c'est le côté petite équipe qui est agréable, en tout cas, de se retrouver avec vraiment un réalisateur et un ingénieur du son dans une captation, dans une immédiateté, dans une possibilité de changer, de se retourner, de partir, Céline, vous avez fait du documentaire? Non, pendant que Claire parlait, je pensais à Exil avec Tony Gatliff, où il y avait une scène comme ça, un plan séquence de 10 minutes à l'épaule. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une scène de transe dans le film avec Romain Duris et Lumna Zabal. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que donc il nous a un peu jetés dans l'arène sans nous dire vraiment que ce serait une seule prise, parce que je pense qu'on aurait tous eu très très peur. Mais en même temps, l'énergie déployée faisait que ça ne pouvait être qu'une prise. Et en fait, moi j'étais fascinée par une des danseuses, de la trance, et j'ai complètement oublié Romain, la fiction, le film, etc. Et en fait, heureusement, à un moment, Tony est venu dire à mon machinot, qui a dit à mon assistant, qui m'a fait des signes, je ne comprenais pas, parce que avec une caméra à l'épaule, on est aveugle en fait d'un côté. Enfin, on voit un côté, mais on ne voit pas l'autre, puisqu'il y a une optique et une caméra. Et Tony m'a dit Romain, parce qu'en fait, je ne le filmais pas du tout. Et voilà, et donc c'est marrant parce que la bascule, c'est assez drôle de voir le plan en ayant ça en tête, parce que tout d'un coup, on revient dans la fiction. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans la caméra épaule, qui est d'être un peu jeté dans l'arène, qui est très, très agréable, parce que voilà, on est dans un mouvement, une intuition, un regard sur les choses. Enfin, Agnès en parle très, très bien, Agnès Godard, Eric, évidemment, qui sont un peu nos grands modèles avec Claire, je tiens à le dire. Est-ce que vous avez des questions à poser? S'il y en a qui ont des questions à poser, oui. Alors, est-ce que quelqu'un de la bobine, voilà, Chantal, la présidente elle-même, va vous passer un micro? Monsieur. Je voudrais savoir, moi, quel est le rapport qu'il y a entre le chef-op et les réalisateurs dans le choix, justement, de la lumière, des objectifs et tout ça. Est-ce que qui a le dernier mot, qui impose quelque chose? Est-ce que ça peut être remis en cause après une première prise de vue, par exemple? Comment ça se passe? Alors surtout quand on a affaire à des grands réalisateurs, des gens très connus, qui ont, c'est peut-être difficile de leur imposer son propre point de vue. Alors, Eric, je vais aller vite comme ça, mais le rapport de l'essentiel, c'est un rapport de confiance. Et donc on apprend ensemble avec un réalisateur à essayer d'avoir une démarche et un style pour le film, et à un moment, c'est tout de même moi, parce que le réalisateur ne connaît pas toutes les optiques, il ne connaît pas tout ça, donc c'est moi, c'est mon travail, après c'est mes outils que je vais utiliser, et c'est pour ça qu'il y a cet essai, pour bien confirmer qu'on est bien d'accord, ou que cette image, peut-être qu'il n'imagine pas, ça va vraiment l'intéresser. Mais ça c'est comment dire, c'est transféré du désir du réalisateur vers, comme on disait tout à l'heure, notre interprétation, comme on interprète une langue à une autre, c'est-à-dire que c'est une façon à nous d'imaginer, de reprendre le relais. Voilà. Alors, juste à propos d'une langue à une autre, on sait que vous venez vous êtes en post-production, en étalonnage du prochain film de Koreeda. Son premier film tourné en dehors du Japon, donc il y a le
grand cinéaste japonais qui a eu la Palme d'Or l'année dernière avec Une affaire de famille. Comment est-ce qu'avec quelqu'un qui a fait des dizaines de films avant de vous rencontrer et qui peut-être connaît ton travail ou non, enfin, comment se fait comment se prennent les décisions au départ, comment la confiance s'instaure-t-elle Déjà, on se connaissait, parce que moi je connaissais ses films. Oui. Et lui, s'il m'a appelé, c'est parce qu'il connaissait pas mal des films que j'avais faits. Lesquels En particulier Desplechin à Sagesse, voilà. en particulier Un conte de Noël. Enfin, lui, très clairement, il en connaissait d'autres évidemment, mais les deux de référence, c'est Un conte de Noël et L'heure d'été d'Assayas. Oui, parce que dans l'histoire. de famille. Exactement, et de maison. Et ça, c'est important dans le film qu'on a fait. Voilà. Mais après, le film qu'on a tourné, qu'on est en train de finir maintenant au laboratoire pour qu'il y ait des projections, c'est aussi quelque chose de différent dans les films par rapport aux films qu'il a pu faire et que moi j'ai pu faire. C'est quand tout à coup il y a un mélange de nous deux et c'est ça qui est intéressant évidemment. Mais là, une fois de plus, il m'a fait une confiance complète et puis moi j'ai été beaucoup à l'écoute et j'ai essayé de comprendre ce qu'il avait envie de raconter et après le mélange se fait. Alors, il y a une partie de l'équipe qui tout était entièrement français. Tout est entièrement français, tourné à Paris. Ouais. Avec un interprète ou comment Oui, parce qu'il parle. Alors c'est compliqué, parce qu'il parle ni anglais ni japonais. Il ne parle pas japonais Pardon, ni anglais ni français. Pardon, excusez-moi. Je parle tellement depuis le début de ce festival, je commence à être fatigué. Donc il parle ni anglais ni français, donc japonais. Et en fait, la direction d'acteur et tout, il fait vraiment tout à l'oreille et c'est très très juste. Après, il demande s'il y a une erreur de texte ou pas, ça il ne sait pas, mais sinon il sent quand c'est juste. Et nous, pour communiquer ensemble, donc il y a une interprète évidemment, mais la plupart du temps, on arrive à se faire des signes. Moi, j'aime pas les storyboards, les dessins, mais là, je lui ai demandé de me faire des petits dessins pour les plans, pour aller plus vite. Ouais. Et comme ça, dans les découpages de la scène, il me montrait comment lui, il pouvait voir ça. Et c'était pas pour faire le découpage du film vraiment, mais c'était, je voyais bien qu'à un moment, à telle réplique, à telle réplique, c'est ce personnage-là qui m'intéressait, et pas du tout si on vient de parler, par exemple. Donc ça, je l'ai intégré dans la façon de travailler avec lui. Mais et du coup, il regardait le combo, le cadre. Voilà. Bah oui, parce que là, c'est obligé. Là, je faisais des propositions, et là, il disait s'il était content, ou alors il imagine que c'était un peu plus loin, ou plus large, je ne sais pas. Mais finalement, on a parfaitement bien communiqué ensemble, et beaucoup par des signes. Je pense qu'on se comprenait, juste en se regardant, on se comprenait très bien, alors qu'il y a des réalisateurs français qui peuvent me parler pendant une demi-heure, j'ai absolument rien compris. Les autres participants ici, est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre sur cette idée? Parfois, vous avez peut-être eu des relations, même sans citer des noms, mais vous avez dû être assez directif ou imposer ou proposer quelque chose de façon plus, disons, déterminée que sur d'autres films. Est-ce que ça peut arriver Moi, ça m'est juste arrivé avec Xavier Duringer qui avait imaginé son dernier film, La Paradise Beach, tout au Steadicam. Et il avait pris son Steadicammer que je ne connaissais pas pour cadrer le film au Steadicam. Et moi, c'est pas un outil dont je raffole. Bon, je veux pas avoir d'idées très conçues comme ça, mais voilà. Et j'ai réussi à ce qu'il ne sorte que, je sais pas, 4-5 fois sur le film. Ça a été un vrai combat au début. Il m'a dit, mais je comprends pas, tu détestes le Steadicam, mais pourquoi et tout. Et je lui ai dit, écoute, je t'ai dit depuis le début, en lisant le scénario, que je voyais pas pourquoi c'était un film au Steadicam. Et finalement, il a adhéré à... Alors lui, son idée, c'était quoi Lui, son idée, je pense qu'il avait fait plusieurs téléfilms avec ce Steadicammer, et donc je pense qu'il était rentré dans un système où il ne découpait plus, et où le Steadicammer allait chercher la scène, lui il mettait la scène en place, et puis le Steadicammer filmait la scène. Et bon voilà, moi je voyais pas du tout ça comme ça, évidemment. J'ai dit d'accord, il y a un cadreur, mais c'est quand même... moi qui déciderai du cadre avec toi, donc ça il était tout à fait d'accord. Et du coup voilà, je lui disais, ça c'est pas un plan au Steadicam, donc moi je veux bien le Steadicam pour vraiment l'utilité où on ne peut pas le faire autrement, ni en machinerie, ni à l'épaule, et donc bon, finalement il a complètement adhéré. Parfois ça l'a un peu agacé, mais moi j'étais sûre, j'avais vu les téléfilms qu'il avait fait comme ça, et je n'avais pas envie de ça du tout. Les autres, Antoine, Claire Moi, j'ai pas eu de vrai conflit où à un moment donné on rentre. Conflit ou disons proposition très
face à une indécision, face à une liberté totale d'un cinéaste, de proposer quelque chose d'assez prononcé ou de... Moi, j'ai peut-être pas le souvenir d'un seul coup d'une bascule où on prend complètement la main, enfin, de mon point de vue. Claire, Céline non plus. Si, mais c'est si, ça nous arrive plein de fois en fait de décider pour eux, mais c'est les pires films de la Terre. Enfin, et surtout ceux où on s'ennuie le plus, c'est là où c'est peut-être un peu contradictoire à comprendre, mais il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un metteur en scène qui n'a pas d'idée, pas de point de vue, qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est comme traduire quelque chose à un texte qui n'existe pas. Exactement, en fait là on devient les interprètes du rien, c'est pas passionnant. Claire, ça vous est jamais arrivé? Non, j'avoue que on est plutôt, enfin, avec effectivement les metteurs en scène qu'on apprécie, avec qui ça se passe bien, je pense qu'on est plutôt effectivement avec beaucoup d'écoute, à un moment arrivé à un endroit où effectivement on propose quand même. Donc je pense comme on dit, on est ensemble, en étant plusieurs, on a tous les bras un peu plus longs, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a une sorte d'idée commune et qu'une fois qu'on comprend le film ensemble, moi j'ai l'impression qu'effectivement le rapport qui serait à la proposition d'objectifs de choisir et de pas forcément, en tout cas se battre pour cette idée, mais en tout cas défendre des choses, ou en sentir, en tout cas il y a un moment je pense qu'on connaît, où on comprend le film et on arrive à proposer, c'est un endroit agréable, en tout cas au contraire, je pense, donc de propositions ensemble et peut-être d'aller plus loin et voilà, mais ça il faut le faire à un moment où, enfin j'ai l'impression qu'à un moment où l'opérateur est suffisamment riche du film pour pouvoir, pas imposer, mais en tout cas proposer en tout cas offrir d'autres idées, enfin voilà. Une question? Il y a une question dans la salle au fond, oui. Et une autre ici. D'accord. Oui, bonjour. Est-ce qu'on lit parfois que le réalisateur fait le montage, que le réalisateur fait aussi le scénario? Est-ce qu'il arriverait qu'on puisse trouver un réalisateur qui fasse le travail du chef opérateur? Cette année, moi, il y a un film que j'aime énormément qui s'appelle Phantom Thread, où effectivement le metteur en scène a fait la lumière, Paul Thomas Anderson. Ouais. Voilà. Il y a plein d'exemples. Il y a Romain et Alfonso Cuarón qui a fait l'image. Dans l'histoire du cinéma, il y a quelques exemples aussi. Oui, Steinberg, voilà. Oui, c'est pas si fréquent. Oui, c'est une question à Éric Gauthier par rapport à ce qu'il a dit sur Chéreau et la Reine Margot. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous avez parlé du bouillonnement empêché de Chéreau. Est-ce que c'est l'immensité de son chef opérateur qui l'a empêché d'exprimer ce qu'il voulait empêcher sur la violence? Ou est-ce que cet empêchement est en quelque sorte interne à Chéreau au moment de la Reine Margot, et c'est vous ensuite qui, techniquement, par vos choix, allez le libérer de cet empêchement? Est-ce que vous pouvez préciser ça? Merci, parce que ça me permet d'aller plus loin et en effet d'affiner, parce que ça vaut le coup. Non, moi quand je dis que j'avais ressenti, c'est que je sentais qu'il y a une violence qui était contenue, et Patrice, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit que son grand défaut, c'était de vouloir être trop formel. Et donc il a toujours été prisonnier en essayant de s'en libérer, quand il fait L'homme blessé par exemple, mais il a toujours été, donc ça vient toute son expérience de théâtre et ô combien, et d'opéra surtout, évidemment la forme c'est tellement important, il m'a toujours dit, enfin il m'a dit à ce moment-là, je suis trop prisonnier, trop impressionné, je veux tout contrôler la forme, et c'est ça que j'ai envie de faire éclater. Donc ça c'est des messages reçus, et je me suis dit, voilà, c'est ce qu'on va faire. En tout cas j'ai compris pourquoi j'étais là, donc j'avais déjà moins peur, même si j'avais très peur de le faire évidemment, parce que c'est comme Chéreau. Moi je me souviens que Chéreau, il m'avait dit, quand j'ai démarré, tout le monde me disait mais t'es un metteur en scène de théâtre adulé, pourquoi vouloir faire du cinéma, alors que c'était son envie première. Et il disait que ses premiers films étaient trop imprégnés de la volonté de faire cinéma à tout prix. Donc avec une précision maniaque pour des références, voilà, de côté faire cinéma, et que quand il a rencontré Éric, il a été libéré de ça. Il a fait du cinéma, mais sans réfléchir à vouloir échapper à du théâtre filmé ou à des choses théoriques qu'il avait eu avant. Il l'a fait de manière plus physique, quoi. Je
Je pense oui, en effet, il avait vraiment envie de trouver sa forme à lui de cinéma, mais il n'osait pas. Il m'a toujours dit qu'il a toujours été très intimidé par le cinéma, et s'il a fait du théâtre, c'est parce qu'il a fait du théâtre au collège, il a commencé, donc c'était naturel chez lui. Mais par contre, le monde du cinéma, il ne le connaissait pas, et ça lui faisait vraiment très peur. Il y a une question. Vous avez parlé tout à l'heure du travail de préparation avant le film, et en même temps vous dites que vous découvrez un peu le film pendant qu'il se fait. Alors quelle est la place de l'improvisation dans votre travail, pendant le tournage? Qui vous répond? Qui me répond? Tiens, vas-y. La part d'improvisation. Eh ben, je pense que c'est comme en musique, comme en jazz. On va juste prendre 2 minutes, enfin 30 secondes pour dire au revoir à Céline qui a un train et qui, bravo, et merci d'avoir été avec nous. Il y a une excuse familiale. Oui, donc il faut bien se mettre d'accord sur la partition, sur les sonorités des sons, à quel moment chacun fait son solo. Mais il y a un moment, quand on est en train de le faire, c'est l'humeur aussi du moment et c'est l'intuition du moment qui fait qu'on improvise. Donc c'est vrai que pendant les tournages, il y a quelque chose qui est toujours vivant, qui est, il faut voir ce qui se passe, il faut voir en fonction des acteurs, et on peut tout le temps changer son fusil d'épaule. Surtout si on a beaucoup préparé, parce qu'on sait très bien où est-ce qu'on retombe sur ses pieds, à quel moment on retombe au sein même de la narration, dans l'histoire, puisqu'évidemment on tourne très souvent dans le désordre. Voilà, mais l'imposition est très importante parce qu'il y a eu beaucoup de préparation avant. Alors, je voudrais juste poser la question à Claire, qui tout à l'heure a fait une allusion à son travail avec Maïwenn. Ça ressemble à quoi, en fait, un tournage avec Maïwenn? Parce qu'il y a des rumeurs, enfin, il y a des... on parle d'improvisation, on parle de la caméra qui ne s'arrête jamais. Enfin, c'est justement, en plus, après une question sur le documentaire, que vous avez répondu sur Maïwenn. Alors, est-ce que vous pourriez nous définir un peu mieux comment elle travaille? Oui, alors évidemment elle a évolué un petit peu forcément dans son travail depuis, j'ai fait tous les films de Maïwenn, donc de Pardonnez-moi, enfin des débuts jusqu'à Mon Roi est quand même, enfin voilà, il a évolué dans son envie justement de préciser. Après elle est quand même toujours partie c'est quand même beaucoup plus écrit. En tout cas, pour tout ce qui est dialogue, c'est quand même très écrit. En tout cas, elle aime que les choses débordent. Je pense que sa méthode, avant tout, c'est qu'elle aime que les choses débordent. Elle aime que la vie envahisse. Elle aime vivre tous ces moments. Donc, elle aime que les gens soient nourris pour pouvoir vivre pleinement cette situation et qu'elle déborde effectivement de ce qui va être filmé. Après, elle est quand même c'est suffisamment écrit dans le sens où la scène est écrite et au bout du compte, étrangement, entre le scénario et le montage, ça va énormément se ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, elle conserve ce qu'elle voulait de fort qu'il y avait dans la situation. Les textes ou les échanges de paroles, même s'ils débordent et qu'il y en a d'autres, il y en a certains auxquels elle tient et qui étaient dans le scénario et qui seront dans le... Enfin, voilà, donc c'est quand même très, très, très guidé. D'ailleurs, elle dirige un peu pendant des situations. En fait, c'est plus qu'elle elle parle en faisant, c'est ça, soit elle jouait dedans, donc c'était sa manière de diriger, mais elle parle pendant, c'est-à-dire qu'elle relance ou elle poursuit la scène, où elle la fait se redéplacer, mais ce serait comme si on refaisait une prise, mais au lieu de refaire, on poursuit. Et on travaillerait sans couper, sans donner l'impression qu'on a commencé à ce moment-là. C'est plutôt ça, c'est plutôt un travail effectivement dans la durée. Donc effectivement quand j'avais fait, je me souviens, on était quand même très impressionnés quand on faisait Police, de faire parfois des prises qui duraient 40 minutes. C'est effectivement très long. C'est-à-dire que Maïwenn, elle est au-delà elle n'est pas dans le plan, il est au montage. Et effectivement, elle ne fait pas des plans au moment où elle tourne, elle crée des sortes de situations, et donc elle tourne très longtemps, mais en pensant quand même, c'est là où c'est quand même écrit, et quand même dans l'idée que effectivement c'est une matière qui sera montée, et qu'au bout du compte, la scène, en tout cas, la scène fera la durée qu'elle fait au scénario, et qu'elle fera, enfin voilà, donc c'est plus comme elle ne répète pas, elle met enfin voilà, une énergie, elle donne des informations, elle dit des choses à certains et pas à d'autres, elle aime la surprise, voilà, par exemple dans la scène
pardonnez-moi, elle était très contente de ne pas me dire que ce qui allait se passer après, elle aimait beaucoup, elle aurait aimé, adoré que je lise pas les scénarios et que je puisse moi-même me laisser surprendre, ne pas savoir que la comédienne allait mettre la tête dans le gâteau. Et alors moi je lui disais toujours, mais il faut me dire un peu, autrement je vais pas le filmer, je vais être en train de filmer autre chose. Donc il faut un peu pas que j'ai tout raté de ce qui, si je suis, voilà, pas. Mais en tout cas, je pense que ça crée une sorte d'attente, puis même peut-être d'arriver un peu en retard, pouvait lui plaire, et puis de voir, enfin je sais pas, voilà, en tout cas elle a toujours un peu encouragé, et puis même encouragé moi, enfin donc elle aime les caméras, elle filme avec plusieurs caméras, dans l'idée que justement tous ces moments, comme il y a souvent beaucoup de gens, puissent être pas refaits, donc dans l'idée d'avoir filmé un peu les plusieurs plans, plusieurs axes, en tout cas dans l'idée de pouvoir monter. Ça simplifie donc, pas à forcément deux, le ou à, tournage. qui ne simplifie pas le tournage, mais en tout cas, ce qui est une manière d'avoir capté cet instant suffisamment pour ne pas le refaire, pouvoir le monter, vu qu'elle va effectivement beaucoup monter. Ok, on fait des signes, je crois qu'il va falloir terminer là. Merci beaucoup à tous nos participants. Merci Julien, Antoine, Marie, Claire et Eric. Et merci à notre public. Bravo à tous. Merci.